Et on va évoquer ensemble, avec vous, la réponse de l'Union européenne, une visite importante demain, notamment d'un commissaire européen à Washington. Mais d'abord, juste revenir sur ce que vous décriviez, sur ce rebondissement de la nuit. Smartphones, ordinateurs qui ne seront donc exemptés de taxes. Et ce coup de fil que vous imaginez peut-être du patron d'Apple, patron de Dell. Alors, j'en ai pas la preuve. Vous n'en avez pas la preuve. Mais qu'est-ce que cela dit aussi de ce qu'est aujourd'hui l'administration Trump? Vous aviez une image utilisée dans une précédente interview. Est-ce qu'il y a encore un adulte dans la pièce? On se demande vraiment comment cela est géré aujourd'hui. Il n'est pas impossible que ce soit géré par Donald Trump lui-même. Lui-même. Et lui seul. C'est pas impossible. Quand on voit effectivement ce qui s'est passé cette semaine, avec ce revirement incroyable, peut-être peut-on en dire un mot, dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'évidemment Donald Trump était en guerre contre le monde entier, guerre économique il nous avait distribué à nous tous, les 195 pays de la planète, des droits de douane dont on est encore en train de se demander comment ils avaient été calculés. Eh bien, patatras. En fin de journée pour nous. En fin de journée pour nous, sans prévenir personne, voilà qu'il annonce une trêve de 3 mois, que bien sûr, il garde 10% pour tout le monde, pourquoi pas, que bien sûr, il garde les 25% de droits de douane pour l'industrie automobile, pourquoi pas, et qu'il dit, voilà, je suis grand et généreux, et du fond de mon cœur, j'ai estimé que c'était bien de le faire. En réalité, que s'est-il passé? Il s'est passé que dans cet instant-là, cette nuit pour nous, les États-Unis, vous savez, je crois qu'il faut le rappeler pour nos téléspectateurs, oui, c'est le pays le plus endetté du monde de très loin, en volume, de très très loin. 10 fois plus que la France, par exemple. 10 fois plus que la France, vous avez raison. 35 000 milliards de dollars de dette. Les États-Unis, depuis une trentaine d'années, vivent complètement au-dessus de leurs moyens. Ils n'ont pas la capacité aujourd'hui par leur économie de financer ce qu'ils font. Ils n'ont pas la capacité de financer leur économie, ils n'ont pas la capacité de financer leur protection sociale, ils n'ont pas la capacité de financer leurs achats en matière de défense, et c'est ce qui explique qu'ils ont, aujourd'hui, ils tournent avec 6% de déficit par an. C'est donc bien qu'il faut bien qu'ils dépendent d'autres pour financer ce mode de vie, et y compris cette position de gendarme du monde. Et les autres, pardonnez-moi, ont pu surprendre, pardonnez-moi, pour les non-initiés. On a découvert, pour certains d'entre nous, que la dette américaine était détenue par les Japonais, par les Chinois également, ce qui explique sans doute, et vous allez y venir, ce revirement. Alors, vous avez parfaitement raison de le dire, la dette américaine, parce que les États-Unis d'Amérique, depuis 70 ans, il y avait un mot qui était associé à cette puissance, qui est réelle évidemment d'un point de vue économique et militaire, mais fragile, on le voit, d'un point de vue budgétaire, très fragile. Un géant au pied d'argile. Les États-Unis d'Amérique avaient bâti ce système, et ont bâti ce système, sur un mot qui est la confiance. La confiance, évidemment, avec leurs alliés, à travers l'OTAN. Évidemment, tout le monde connaît maintenant le fameux article 5. Si un des pays est attaqué, tout le monde va le défendre, y compris les États-Unis d'Amérique, sans faire de marchandage. La confiance dans l'architecture de défense pour le Japon, pour la Corée du Sud. Et donc cette confiance, jamais elle n'était mise à mal. Mais cette confiance militaire, elle avait son parallèle dans la confiance économique. Les États-Unis d'Amérique, jamais ne feraient défaut. Et il était même bon d'investir. Et donc, vous avez raison de le dire, les bons du Trésor, la dette américaine, c'était une valeur refuge, parce que derrière, il y avait cette confiance, et qu'on sait qu'on pouvait prêter quasiment les yeux fermés, qu'on serait toujours remboursé, c'était pas la Grèce, et que, quoi qu'il arrive, les taux d'intérêt seraient versés. Eh bien, patatras, voilà que depuis le 20 janvier, la confiance, d'abord d'un point de vue militaire, elle a volé en éclats. Tout le monde se retrouve seul. Se dit, mais c'est pas possible. Finalement, tous ces accords, tous ces traités qui nous liaient d'amitié depuis 70 ans, viennent de voler en éclats. Et au contraire, on est désignés comme des ennemis pires que la Russie, en particulier l'Europe, excusez du peu. Bouleversement et des alliances. Et puis, évidemment, pour l'économie, nos alliés, nos partenaires, on se fait non pas maltraiter, humilier par les uns et par les autres, en veux-tu, en voilà. Et donc cette confiance-là fait que le refuge, la valeur refuge, les bons du Trésor qui étaient plus solides que l'or, d'un seul coup il y a un doute. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi, alors que les États-Unis d'Amérique
émettez de la dette, parce qu'il faut refinancer cette dette. Songez que pour la seule année 2025, c'est entre 7 000 milliards et 9 000 milliards de dollars qu'il faut refinancer, qu'il faut aller présenter au marché pour que le marché les rachète, tout simplement pour que les États-Unis puissent rembourser ceux qui avaient prêté pendant 10 ans les bons du Trésor qui viennent à maturité. Et si jamais on n'achète plus, vous imaginez l'ampleur du krach. Ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, depuis fort longtemps, il y a une émission, et plus personne n'achète. Et au contraire, il y a des flux vendeurs. Alors les flux vendeurs, est-ce qu'ils viennent d'États souverains ? Et vous avez raison de le rappeler, Madame Chabot, le Japon, le premier d'entre eux, la Chine, mais en Europe aussi. La Grande-Bretagne en détient énormément, l'Allemagne, nous en France. Donc on est tous des créanciers. Et à partir du moment où vous n'achetez pas, mais au contraire vous vendez, les taux d'intérêt vont exploser. Et donc, les États-Unis vont avoir du mal à se refinancer, ou alors à se refinancer à des taux prohibitifs, qui vont évidemment totalement impacter leur budget. C'est ce qui s'est passé exactement dans la nuit de mardi et mercredi. Il y a eu un sentiment de panique qui a été assez bien, malgré tout, préservé. Et on a vu avec certains financiers, comme par exemple Jamie Dimon, qui a dit « attention, là, il se passe des choses, etc. » On a le sentiment que d'un seul coup, Donald Trump a été informé de cette situation. Et qu'en l'espace de quelques heures, ou peut-être même moins, il a pris cette décision donc de décréter une pause de 90 jours pour calmer effectivement le marché et dire, voilà, on revient. Il a donc été obligé, il faut dire les choses comme elles sont, de plier devant les marchés de la dette obligataire, un petit peu comme Liz Truss, vous vous souvenez, l'ancienne première ministre britannique, qui avait eu un programme budgétaire un peu farfelu, avait été obligé de plier devant les marchés. Vous dites qu'il ne faut ne donner aucun signe de faiblesse, que peut-être l'Europe a donné justement un petit signe de faiblesse en décidant très tard des mesures de rétorsion et en les suspendant immédiatement après l'annonce de Donald Trump effectivement du sursis des 90 jours. Donc ne donner aucune preuve de faiblesse, aucun signe de faiblesse, qu'est-ce que c'est pour l'Europe ? Oui, vraiment, je crois que c'est très important. On est dans un moment particulièrement inédit. L'Europe doit être forte de ce qu'elle est. L'Europe doit avoir du leadership. C'est Ursula von der Leyen qui doit l'assumer. C'est elle qui doit aller négocier aux États-Unis avec le président des États-Unis. Même si celui-ci ne veut pas, elle a été désignée par les co-législateurs. Elle représente 450 millions de nos concitoyens. Eh bien, elle doit aller à Washington. Et elle doit évidemment s'imposer pour discuter, négocier, protéger, évidemment, les consommateurs et surtout nos concitoyens européens et quelque part notre démocratie. Parce que parenthèse, ce n'est pas elle qui y va demain. Hein. Oui, mais c'est le commissaire européen au marché. Je crois qu'il est très important que désormais, évidemment, ce soit à ce niveau que ça se passe. On sait du reste que Donald Trump ne discute qu'avec les chefs d'État. Eh bien, encore une fois, c'est elle, la présidente de l'Union européenne. Elle a été désignée par les co-législateurs. Que ça plaise ou pas à M. Xi Jinping, M. Trump, M. Erdogan ou quiconque, c'est évidemment à elle à assumer le rôle pour lequel elle a été désignée. Mais revenons sur ce qui s'est passé, évidemment, et la position de l'Europe. C'est très important, évidemment, que l'Europe ait une position unie. Et moi, je m'en félicite, mais il faut qu'elle ait une position unie et qu'elle ait une position rapide. Prenons ce qui s'est passé, évidemment, sur les droits de douane sur l'acier et sur l'aluminium. Ceux-ci ont été décrétés par Donald Trump, mais Donald Trump 1. C'était en juin 2018. Vous vous rendez compte ? Juin 2018. Donc, il décide de mettre 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Alors évidemment, l'Europe réagit, et c'est normal. À l'époque, c'est sous Jean-Claude Juncker, et va donc établir une liste. Il y en a à peu près pour 28 milliards de dollars, 26 milliards d'euros, un certain nombre de produits pour mettre des droits de douane, pour réagir. Et puis, lorsque Joe Biden arrive au pouvoir, il a parfaitement raison, écoutez, mettons ça de côté, arrêtons, discutons pour arrêter ce qui s'apparaît vraiment un jeu perdant-perdant, et donnons-nous jusqu'à février 2025 pour trouver un accord. Malheureusement, on n'est pas capable de trouver un accord. Et donc, mars 2025, statu quo ante, ce qui avait été prévu devient effectif de fait.
Et là, à ce moment-là, c'est Donald Trump 2, on est en février 2025, et patatras, les Européens se prennent, si vous permettez cette expression, 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, conformément à la décision qui avait été prise en juin 2018. Alors la liste, il fallait la sortir tout de suite, certes la revoir un petit peu, parce qu'elle avait 5 ou 6 ans d'âge, donc il fallait la modifier, mais on a mis trop de temps. Trop de temps. Et évidemment. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est que mercredi dernier, c'est la veille du jour où le président Donald Trump va décider de la pause. Les 27 tombent d'accord sur cette fameuse liste de rétorsion sur les droits de douane 2018. Et puis le jeudi, qu'est-ce qui se passe? On se prend 10% de droits de douane tous, plus 25% de droits de douane sur l'automobile, et on dit, pour les droits de douane abracadabrantesques, qui étaient chacun en prenait un petit peu, vous savez, les 195 pays, pour nous Européens c'est 20%, ça, je mets une pause. Mais les autres, ils deviennent effectifs. Et du coup, de crainte sans doute de irriter, eh bien, l'Europe va dire « Ah bon, dans ce cas-là, on arrête. » Mais on arrête. Une erreur. Je ne dis pas que c'est une erreur, parce qu'évidemment, il faut derrière veiller à ne pas rentrer dans la surenchère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut veiller effectivement à ce que tout ce que nous faisions, eh bien, on le fasse de façon rapide, unifiée, c'est important, mais aussi que ça démontre aussi qu'on n'a pas la main qui tremble et que c'était parfaitement juste et légitime, y compris dans le cadre de l'OMC, qu'à partir du moment où Donald Trump 1 met 25% de droits de douane, même si ceux-ci sont différés sur l'acier et l'aluminium, l'Europe est non seulement légitime, mais on attend qu'elle réagisse. Et finalement, c'est cette réaction rétroactive qui a été bloquée. Entre-temps, on a toutes les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour être positif? Il faut aller vite. Il faut maintenant négocier. C'est possible, ça, pardonnez-moi, Thierry Breton. Quand vous décrivez, là, vraiment, c'est passionnant. Mais ce temps qu'on n'en a peut-être pas. Mais je vais peut-être vous dire, pour pouvoir, d'abord, il faut toujours se mettre, si vous le permettez, aussi dans la logique de ceux qui vous imposent, je dirais, ce régime, en particulier de Donald Trump. Avec ses droits de douane, il n'a pas un objectif, il en a 3. Le premier, c'est qu'il a annoncé pendant sa campagne électorale qu'il voulait augmenter les droits de douane pour financer la baisse d'impôts sur les sociétés qu'il voulait réaliser aux États-Unis en passant de 30 à 15%. Donc, le calcul fait qu'avec 10% de droits de douane mondiaux, ça couvre à peu près le fait qu'il va pouvoir financer sa promesse de campagne sur la baisse de l'impôt sur les sociétés. Par parenthèse, qui paye ces 10%? C'est le consommateur américain. Donc il transfère l'impôt sur les sociétés sur le pauvre consommateur américain. Mais ça, c'est un autre sujet politique. Donc ces 10%, il faut les négocier, mais c'est une négociation politique. Ensuite, on sait qu'il a décidé de mettre des droits de douane notamment à 25% sur un certain nombre de secteurs industriels, parce qu'il souhaite, et c'est son droit, c'est aussi ses positions de campagne, il faut les respecter en tant que telles, il souhaite réindustrialiser l'Amérique dans des secteurs stratégiques, l'automobile, les semi-conducteurs, la pharmacie, la machine-outil. Et donc, la façon dont il a décidé d'opérer, c'est il met 25% de façon arbitraire sur ces secteurs, il l'a fait sur l'automobile, et il dit maintenant, venez me voir, et si vous investissez aux États-Unis, dans ce secteur, je réduis les droits de douane. C'est donc une deuxième. Construire vos entreprises chez nous. Voilà ce qu'il dit. Et on baissera ces droits de douane. C'est donc une sorte de chantage, mais c'est une deuxième négociation qui est différente évidemment de la première et qui est une négociation industrielle. Il me semble que celle-ci, elle doit être menée évidemment par le commissaire en charge de l'industrie parce que c'est une négociation industrielle avec les États-Unis et secteur par secteur. Et puis il y a un troisième objectif, c'est le fait de réduire les déficits de la balance commerciale que beaucoup de pays ont avec les États-Unis. On l'a expliqué tout à l'heure, les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Bien sûr. Et donc, il faut financer tout ça. Et il veut rééquilibrer les déficits de la balance commerciale. C'est en tout cas, là aussi, une promesse de campagne. Et là, évidemment, il faut discuter, alors là, avec le commissaire en charge du commerce, pour voir comment on peut discuter du différentiel. On sait qu'aujourd'hui, il y a un différentiel de 150 milliards d'euros à peu près sur les produits entre les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire que les Europes exportent plus que les États-Unis, différentiel 150 milliards, mais que les États-Unis, en contrepartie, exportent eux beaucoup plus de services, en particulier numériques, avec un excédent de 100 milliards. Donc lui, il dit, les Européens, qu'est-ce qu'ils nous traitent mal? Ils nous traitent mal, c'est affreux, ils nous martyrisent. Il y a 150 milliards de déficit. On dit non, il n'y a pas 150 milliards de déficit. Vous avez 100 milliards d'excédent dans les services, il y a 50 milliards, donc là, il faut discuter. Et vous voyez bien qu'il y a 3 négociations à mener en parallèle. Pour ça, il faut, je dirais, un chef, et c'est notre chef, c'est Ursula von der Leyen, qui les mène, les 3 en parallèle, avec évidemment derrière
eh bien, les commissaires en charge de chacun d'entre eux. Mais il faut le faire très rapidement et pas considérer que ces 100 jours que nous avons, c'est finalement 100 jours où on peut lever le crayon. Il n'y a pas une minute à perdre. Et vous pensez que la réaction a été les bonnes, juste parce que les marchés ont un peu soufflé? Il ne faut pas être naïf, en effet, sur ces 90 jours, parce que ça reste une incertitude totale aussi sur la suite. Ces droits de douane peuvent à nouveau être appliqués. Et par ailleurs, sur l'unité européenne. Giorgia Meloni sera à Washington, jeudi prochain. Elle recevra, on vient de l'apprendre aussi, à son retour, à Rome, J.D. Vance, le vice-président américain. Est-ce qu'il n'y a pas une partition, finalement, en bon français, one-to-one, entre certains Européens et le président américain? C'est-à-dire que l'unité des 27, c'est un peu du chacun pour soi, qui va peut-être primer. Alors, il faut savoir d'abord que tout ce dont on parle là, c'est-à-dire ces droits de douane, c'est la responsabilité exclusive de l'Europe, de l'Union européenne. C'est conformément à nos traités. Donc, cette délégation a été donnée par chacun des États membres à la Commission européenne pour qu'elle négocie en leur nom, pour une raison simple que tout le monde comprendra, c'est qu'on est évidemment dans ce type de discussion beaucoup plus fort à 27, surtout qu'on a des politiques harmonisées, que seul à seul. Et donc, c'est une compétence exclusive. Là encore, il s'agit donc à la Commission de la faire respecter. Et quand je dis de la faire respecter, c'est d'éviter, évidemment, mais c'est son mandat. Elle est là pour l'appliquer. Et bien qu'il y ait un certain nombre, peut-être, de chefs d'État de gouvernement européens qui seraient tentés d'aller faire des négociations parallèles qui, encore une fois, n'auront aucune valeur juridique, ni pour leur pays, ni pour l'Union européenne. Alors, je ne dis pas du tout que c'est ce que Mme Meloni va faire. Il est parfaitement normal et légitime qu'un chef d'État et de gouvernement aille voir qui il veut, et en particulier le président des États-Unis. Il n'y a pas d'anomalie à ce qu'il y aille. Pas du tout. On a vu il y a 15 jours le président finlandais aller faire une partie de golf, M. Alexander Stubb, à Mar-a-Lago. C'était son droit. On sait que le président de la République, évidemment, Emmanuel Macron, discute très souvent, va le voir, il se voit, et c'est parfaitement légitime et normal. Maintenant, de là à considérer que l'un ou l'autre aurait reçu un mandat, Monsieur Viktor Orban discute aussi souvent avec Donald Trump. Il n'a pas de mandat des 27 pour prendre des positions. C'est vrai de la même chose de Mme Meloni ou de Monsieur Alexander Stubb. Donc que Mme Meloni aille à Washington, moi je trouve que c'est très bien. Il faut évidemment discuter avec l'administration américaine, c'est important. Bon, maintenant que J.D. Vance revienne en Europe et en majesté. En Europe, bien très bien. Il viendra. Je rappelle que le président des États-Unis, c'est un poste évidemment très important, surtout s'il arrivait malheur au président américain, mais ce n'est pas un poste exécutif. Pour dire aucun signe de faiblesse, je reviens à votre formule, ça veut dire que clairement, l'Europe doit dire aujourd'hui quelles seraient les prochaines sanctions. On dit les services, des équilibres, on va taxer les services numériques, la tech, etc. C'est ce que dit Ursula von der Leyen et d'autres responsables. Mais tout ça, il dit comme ça, mais oui, la prochaine étape, c'est... Il faut dire clairement... Si au bout de 90 jours, il n'y a pas d'accord, s'il y a des mesures fortes qui sont prises par les États-Unis, voilà précisément ce qu'on va faire. Et être prêt à dégainer tout de suite ces mesures de rétorsion. C'est bien la raison pour laquelle il faut bien différencier les trois segments de négociation dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que les mesures de rétorsion ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'industrie, quand on parle de commerce extérieur, ou quand on parle... parce qu'on n'a pas encore évoqué, quand on parle de la possibilité, éventuellement, dans une sorte de, il faut appeler les choses par leur nom, de chantage, et de dire, écoutez, je vous mets des droits de douane artificiels, et si vous ne me donnez pas le Groenland, je les maintiens. Je caricature, mais à peine, hélas. Donc pour nous, Madame Chabot, il est absolument essentiel, enfin pardon, mais on ne parle pas d'un petit pays sur la planète, on parle de la troisième puissance économique mondiale. On parle de 450 millions d'Européens. Mais c'est pas rien. Il y a 3 superpuissances aujourd'hui sur la planète, les États-Unis, l'Europe et la Chine. Donc la première chose à dire, c'est d'entendre de la part de la Commission de dire, attention, on va rentrer en discussion, mais il y a des choses qui sont totalement non négociables. On ne négociera jamais notre intégrité territoriale, suivez mon regard avec le Groenland, on ne négociera jamais notre intégrité démocratique. C'est vrai que nous avons mis des lois, nous, le Parlement européen a voté des lois pour protéger nos concitoyens sur des produits, par exemple, sur la santé, sur le numérique. Pour protéger nos enfants dans l'espace informationnel. Il est hors de question. C'est le socle démocratique. Donc il est hors de question de mettre en balance, contre je ne sais quelle augmentation artificielle de droits de douane, notre intégrité
territoriale et notre intégrité démocratique. Ça, il faut le rappeler haut et fort. Et puis ensuite, parce qu'on voit bien, parler de J.D. Vance, on voit bien, il représente l'aile libertarienne. Vous savez, cette aile extrémiste, déstructurante, qui veut détruire, quelque part, ce qui fonde les États de droit, les règles, le vivre ensemble, pour donner les clés, quelque part, enfin, je ne le dis pas lui personnellement, mais je parle des libertariens, et notamment le gourou, Peter Thiel, qui est celui qui est le maître à penser de cette nouvelle façon de voir les choses. Elon Musk n'en est pas très éloigné, du reste, vous l'avez vu. Et donc, on sait qu'il y a évidemment cette frange aux côtés de Donald Trump. Mais il est très clair que certains d'entre eux voudraient, par exemple, défaire, notamment ces lois du numérique que j'ai portées, le DSA, le DMA, qui protègent nos enfants, qui protègent nos démocraties, parce qu'ils estiment que ça gêne un peu les très grands groupes américains. Non, ça n'a été pas fait pour les gêner, ça a été fait pour protéger ce qui est le plus cher pour nous. Mais ça, c'est difficilement entendable par justement ce que vous décrivez. Oui et non, parce que c'est pour ça qu'il faut remettre tout de suite sur la table les éléments qu'on voudra bien discuter. J'en parlais tout à l'heure, le différentiel peut-être en matière de déficit commercial. Et puis derrière, on a des arguments très forts. On a des lois anti-coercition, on a la capacité de taxer, y compris les services. Donc on a beaucoup d'arguments, il faut les mettre sur la table, ils sont là. Puisqu'on est dans cette métaphore, j'ai horreur de l'utiliser, jamais de ma vie j'aurais pensé devoir l'utiliser un jour, peut-être que quand on discute dans ce type de contexte, pour reprendre peut-être des métaphores à la John Wayne, il faut avoir des revolvers chargés sur la table. L'Europe a des balles dans ses barilets. Elle ne souhaite pas les tirer, on ne veut pas l'escalade, mais elle les a. L'Europe les a. J'aimerais vous entendre, parce que c'est aussi une préoccupation de chefs d'entreprise, de nos compatriotes aussi, d'une submersion de produits chinois à venir. Parce que vous parlez d'embargo de produits chinois sur le sol américain, que vont devenir ces produits chinois qui devaient arriver aux États-Unis. La crainte, c'est qu'en effet, ça inonde le sol européen. Un chiffre qui a retenu notre attention aujourd'hui, 1 colis sur 5 de la Poste est un colis chinois. On parle de petites manufactures, de vêtements pas chers, de produits de mode, de maquillage. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Comment faut-il justement se préparer à cela quand la Chine, en plus, ironie du sort, nous appelle à faire bloc avec elle aujourd'hui? Vous avez parfaitement raison. Vous savez, je le rappelais tout à l'heure, l'Europe est un grand continent, l'Europe est une grande puissance économique, l'Europe doit devenir une puissance. Doit apprendre à devenir une puissance. Non pas une puissance hégémonique, mais une puissance pour refléter ce que nous sommes réellement. Et l'Europe ne doit pas changer en permanence de cap. Notre cap, il est clair. Il a été exprimé, notamment dans nos relations avec la Chine. La Chine est un grand partenaire commercial, mais la Chine est un rival systémique. Et tout le monde le sait. Tous ceux qui ont représenté au plus haut niveau les institutions européennes ont utilisé ce vocable, je dirais, urbi et orbi. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ne soyons pas, là non plus, de nouveau, ni dupes, ni naïfs. Maintenons notre ligne directrice. Gardons notre colonne vertébrale. Bien entendu, nous avons identifié beaucoup d'éléments, de domaines dans lesquels la Chine ne joue pas le jeu. Alors il ne faudrait pas fermer les yeux aujourd'hui sur ce que nous avons combattu, à juste titre. Vous évoquiez les panneaux solaires. Les panneaux solaires en font partie. Madame von der Leyen n'a pas été la dernière à dire, à juste titre, qu'il fallait se dérisquer vis-à-vis de la Chine. Ceci continue. Nous devons nous dérisquer vis-à-vis de la Chine. Certes, continuer à être un partenaire important et fiable, pour peu, encore une fois, qu'on joue le jeu. Alors vous avez raison. On va avoir, évidemment, avec ce qui se passe, on va voir assez rapidement un certain nombre de bateaux, de containers, de super-containers, d'un seul coup changer de destination, et plutôt que d'aller vider leur soute de produits qui inondaient les marchés américains, eh bien, viennent plutôt à Rotterdam ou au Havre. Et oui, c'est ce qui va se passer. Donc là, il faut, encore une fois, que nous soyons extraordinairement clairs. C'est pas un coup de fil qu'il va falloir faire. Il va falloir, là aussi, ne pas montrer de faiblesse et de faille, parce que sans ça, évidemment, c'est des pans entiers de notre économie, de nos industries, de nos PME, qui risquent d'en souffrir, voire peut-être même de disparaître.
Et puis, on peut rentrer dans une logique, cette fois-ci, totalement déflationniste. Donc, il faut être extrêmement précis, attentif. Bien sûr que nous respectons les règles du commerce international. Bien sûr que nous respectons Parce que l'appel au protectionnisme ne suffit pas, Thierry Breton, vous le savez très bien. Quand un t-shirt venant de Chine coûte 5 € et qu'un t-shirt made in France en coûte le triple, bon ben voilà, c'est le dilemme. Mais vous savez, c'est intéressant parce que vous faisiez allusion tout à l'heure à ce voyage que va entreprendre Xi Jinping dès ce lundi en Asie du Sud-Est, en Malaisie, au Vietnam, aux Philippines. Et pourquoi ces 3 pays ? Parce que ce sont, on le sait, des usines de la Chine que la Chine utilisait précisément, notamment, y compris pour contourner quelquefois des règles du commerce international. On le sait. Et Donald Trump, qui ne dit pas que des bêtises, hein, je le dis parce que c'est le président des États-Unis, avait bien identifié ça. C'est du reste la raison pour laquelle le Vietnam s'est retrouvé taxé à 47%. À des montants absolument astronomiques. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le faire. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il est en train d'essayer de reconstituer quelque part je dirais, un leadership de fait, mais également économique sur l'ASEAN. On a vu aussi, il y a quelques jours, les 3 ministres des Affaires étrangères, je crois, Corée du Sud, Japon et Chine. Pour la première fois, quand on connaît les relations entre les 3, c'était quand même pas rien, discuter précisément d'une situation économique coordonnée. Donc bien sûr que ça bouge. Il n'en demeure pas moins que pour nous, Européens, voilà, on est un grand continent et nous ne devons nous coucher devant personne. On ne va pas revenir sur la taxation des automobiles chinoises, comme le disent certains. C'est hors de question. Ben écoutez, on va voir. Je sais que les Allemands poussent énormément pour ça. On connaît la position des Allemands. Il ne faut pas jeter la pierre du reste. L'Allemagne est aujourd'hui dans une situation industrielle très difficile, et en particulier, tout le secteur automobile européen est extrêmement fragilisé. D'abord par une transition, on le sait, verte, qui est peut-être un peu trop rapide, on le sait, mais aussi par les décisions qui ont été prises avec ces 25% de droits de douane, qui demeurent encore, je le rappelle, qu'a imposé Donald Trump. Donc on sait que l'Allemagne pousse beaucoup pour continuer à pouvoir revendre ses voitures, désormais maintenant, puisqu'elle ne peut plus le faire, ou difficilement en Amérique. Que le chacun pour soi ne soit pas la politique. Mais je le redis, c'est là où il faut vraiment du leadership. Attention, restons tous ensemble unis, surtout dans cette période existentielle pour nous, Européens. On arrive dans les dernières minutes, la dernière minute même de cette émission. Juste un commentaire quant à l'annonce du ministre de l'économie il y a quelques instants. Cet objectif de déficit de 4,6% du PIB est confirmé, mais qui correspondra pour 2026. Absolument, la précision est importante, qui exigera, le dit-il, 40 milliards d'économies supplémentaires. Ça va être très violent. Vous qui savez réduire les déficits. Vous qui le savez, effectivement. On dépense 1500 milliards aujourd'hui en France pour faire fonctionner, je dirais, tout ce qui est notre vivre ensemble. C'est difficile, mais c'est vraiment pas impossible. C'est nécessaire. Et c'est nécessaire. Et c'est vraiment nécessaire. Parce que, vous voyez, et ça peut-être, ça boucle avec nos propos au début de cette émission. Quand on est un pays surendetté, comme l'est la France, comme le sont les États-Unis, à la fin des fins, eh bien on est dans la main de ses créanciers et on perd sa souveraineté. Que ce qui s'est passé mardi sur les marchés obligataires nous serve de leçon. Vous pensez que l'acceptabilité est au rendez-vous ? Vous pensez que c'est possible sans augmenter les impôts, sans réduire les dépenses sociales? Mais bien entendu, et vous faisiez référence avec François Copé, on l'a fait, vous vous en souvenez. Bien entendu, c'est pas une mesure, c'est 1000 mesures. Encore faut-il, encore une fois, se mettre au travail, y aller, mais bien entendu. Et évidemment, faire beaucoup de pédagogie. Michel Pébreau, à l'époque, avec son rapport sur la dette, nous a aidés à être ce vecteur de pédagogie. La pédagogie pour que tous les Français comprennent, mais l'action pour que les hommes politiques fassent leur travail. Et la pédagogie, ce sera avec notamment le Premier ministre François Bayrou. Mardi, grande conférence sur la trajectoire des finances publiques. On verra s'il nous amène avec lui et qu'il arrive à convaincre les Français. C'est aussi ça, cela que ça passe également quand on vous entend. Merci infiniment Thierry Breton d'avoir été notre invité. Merci Arlette. On se retrouve dans quelques instants. LCI Midi se poursuit. On évoquera d'ailleurs cette interview de l'ancien commissaire européen que vous êtes sur les conséquences de cette folle semaine sur les marchés financiers.